Bonjour, je fais une petite vidéo pour présenter mon mémoire et les activités. Je vais essayer d'être le plus rapide possible histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Mon mémoire s'intéresse à deux résultats, le lemme de Sperner d'un côté et ensuite le théorème de Brouwer, sachant que dans mes activités je vais m'intéresser qu'au lemme de Sperner. Donc ce lemme, on peut le décomposer en deux parties. Moi, je l'ai décomposé en deux parties en fonction de la dimension auquel on s'intéresse. Donc, il s'applique en dimension 1 et en dimension 2, même en dimension n, on va s'intéresser, donc pour commencer, à la dimension 1. Donc, ce lemme, qu'est-ce qu'il nous dit? L'énoncé de base du lemme de Sperner en dimension 1, c'est le suivant. On s'intéresse donc à n nuplés composés de 0 et de 1, qu'on peut traduire par des boules vertes, des boules rouges, par exemple. Et on nous dit que on prend ce n-uplet composé uniquement de 0 et de 1 et on va venir regarder le début et la fin. Donc si le début est différent de la fin, on va venir compter les changements de 0 vers 1 et de 1 vers 0. Donc par exemple ici, on a un premier changement de 0 vers 1 et donc on a marqué le segment. Ce segment-là, on l'a marqué. De 1 vers 0, on le marque, de 0 vers 1, on le marque, etc. etc. Donc nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est les changements de 0 vers 1. Alors l'énoncé de base nous dit, si on commence et on termine par un chiffre différent, ou une couleur différente, on aura toujours un nombre impair de changements, de ces segments marqués, de ces changements de 0 vers 1, que je vais appeler plus tard des portes, par exemple. Donc on aura un nombre impair de portes. Et si ça commence et ça finit par une couleur identique, on aura un nombre pair de portes, et donc de changements de 0 vers 1 et de 1 vers 0. Ça, c'est notre lemme de Sperner en dimension 1. Alors, je vais l'adapter pour les élèves, je vais la simplifier un petit peu, on va s'intéresser cette fois-ci uniquement au n-uplet, ou aux lignes de couleur, qui concernent donc que ceux qui commencent et terminent par une couleur différente. Voilà, j'ai fait ce choix-là, histoire de simplifier un peu l'énoncé. Et donc le but de mon activité 1, c'est de démontrer ce résultat-là et d'introduire effectivement toutes les notions. Donc on ne va pas s'intéresser aux notions de n-uplet, qui vient beaucoup plus tard en terminale. Moi le but c'est de l'appliquer un peu plus tôt. Et donc pour éviter qu'il y ait des prérequis, je me suis intéressé à la notion de graphe. Alors bien sûr caché, hein, j'ai énoncé ici, j'ai donné le nom, mais ça ne m'intéresse pas réellement. Moi ce qui m'intéresse, ça va être ici, ce que je vais appeler des lignes bicolorées. Donc ça va être mes lignes effectivement de deux couleurs. Et je rajoute la contrainte qui doit finir et commencer par une couleur différente. Donc c'est ce que je définis comme une ligne bicolorée. Et comme j'avais dit, j'ai mes portes qui désignent le changement de couleur. Donc dès qu'on a une arête qui relie deux sommets de couleurs différents, on va appeler ça une porte. Donc les deux premières questions, le but c'est de se familiariser avec la notion de ligne bicolorée. Qu'est-ce que c'est? Donc pourquoi ici le graphe 1, 2 et 3 ne sont pas des lignes bicolorées? Alors ici effectivement c'est une ligne avec trois couleurs, ici ça commence et ça termine par une couleur différente, et ici les sommets ne sont pas alignés. Voilà. Et ensuite je demande de dessiner quelques lignes bicolorées. Donc il y a un peu de combinatoire, un peu de dénombrement, hein. Ici on retrouve toutes les lignes bicolorées à deux sommets puis à trois sommets. Donc on va pouvoir commencer à compter le nombre de portes. Donc je demande à chaque fois d'indiquer le nombre de portes. Et deux lignes, par exemple, à 8 sommets. Bon, j'aurais pu mettre 7, peu importe. Le but, c'est effectivement qu'on retrouve à chaque fois des lignes bicolorées, qu'on retravaille la notion, et qu'ils puissent se rendre compte, pas forcément, hein, mais on va voir ici qu'à chaque fois, c'est un nombre impair de portes. Et la question, un peu sous forme de question ouverte, j'attends pas une réponse très précise, pas une démonstration, juste un raisonnement, peut-être un peu, le but c'est que ce soit assez cohérent, qui permet de dégager quelque chose sur ce lemme de Sperner en dimension 1. Donc je demande de justifier que toute ligne bicolorée contient un nombre impair de portes. Donc ligne bicolorée, ça va venir comprendre toutes les conditions à l'application du lemme de Sperner, et le résultat, c'est le nombre impair de portes. Alors, ce sujet-là, je me suis inspiré d'une petite partie des Olympiades de 2023 de Lille, et donc qui s'intéressait à mon mémoire, hein, comme par hasard. Et j'ai récupéré quelques corrections. Alors il y a plusieurs manières de voir le problème, hein, effectivement.
soit on peut s'intéresser au nombre de changements, comment ça fonctionne, etc. Bon, c'est pas réellement important. Bon, là, voilà, il y a 3 corrections possibles, par exemple. Et ensuite, en bonus, je m'intéresse au deuxième résultat du lemme de Sperner de base, donc ceux qui commencent et terminent par la même couleur. Mais finalement, c'est un bonus pour ceux qui ont terminé plus tôt, par exemple, parce que ça ne m'intéresse pas réellement pour la suite, même si, effectivement, c'est le résultat général. Alors, ce résultat, le lemme de Sperner, peut se démontrer par récurrence. C'est beaucoup de disjonctions de cas, parce qu'on va s'intéresser à ceux qui commencent, qui finissent pas par la même chose. Quand on passe en N plus 1, effectivement, il va falloir savoir si le N commence et termine par une couleur différente. Il y a beaucoup de cas différents, il faut faire attention, effectivement, mais là, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux juste une petite justification. Et vu que je m'intéresse que ceux qui commencent et terminent par une couleur différente, je ne peux pas vraiment appliquer mon raisonnement par récurrence. Donc, ce résultat-là, on en aura besoin par la suite, mais avant, on va passer au lemme de Sperner en dimension 2. Donc ça, c'est le cœur de mon mémoire. C'est le résultat auquel je me suis le plus intéressé. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que pour toute triangulation d'un triangle, encore une notion qu'il va falloir définir, triangulation, on va y mettre ce qu'on appelle la coloration de Sperner, qu'on appelle aussi numérotation, qu'on peut appeler aussi étiquetage. Bon, plein de noms possibles, mais avec cette coloration-là, on va toujours avoir un sous-triangle qui aura des sommets de couleurs différentes. Donc il y aura 3 sommets, 3 couleurs différentes. Et en plus, on a le résultat qui est un nombre impair. Bon, le but, ça va être déjà de présenter ça, et ensuite de le démontrer. Donc, je vais définir dans la vidéo là ce que c'est la coloration, numérotation, étiquetage de Sperner. On commence par prendre un triangle de base, donc ici un grand triangle, et on va venir le trianguler, donc c'est-à-dire mettre des triangles à l'intérieur. Concrètement, c'est ça, on met des petits triangles. Alors, moi j'ai choisi une représentation assez simplifiée avec uniquement des triangles équilatéraux, ce qui me permet effectivement une visualisation plus simple, mais rien ne nous oblige, on peut le trianguler absolument comme on veut. Donc un petit degré de liberté intéressant. Et on va appliquer ce qu'on appelle la coloration de Sperner. Donc on commence par mettre aux 3 extrémités de notre triangle initial 3 couleurs différentes. Donc on va colorier, numéroter ou étiqueter, on pourrait mettre des numéros, des lettres, peu importe, moi je préfère les couleurs quand même. On va venir mettre 3 couleurs différentes et voilà. Ensuite, on passe à l'étape 2, on va venir s'intéresser au sommet des petits triangles, que je vais appeler sous-triangles, qui sont sur le bord de notre triangle initial. Donc par exemple, sur le bord du bas, on va venir colorer chaque sommet ici qui correspondent au sommet des sous-triangles, qui bordent notre triangle initial. Et on va rajouter une condition, ces colorations ne peuvent être que de la couleur bleu-vert, donc la couleur des extrémités de notre segment. Donc, un degré de liberté, on le met comme on veut, on colorie comme on veut, on aurait pu mettre que des verts, que des bleus, on alterne un peu comme on veut, mais ça ne doit être que vert ou bleu. Et on fait pareil sur les autres côtés. Donc sur ce côté-là, le côté bleu-rouge, on ne mettra que du bleu-rouge, sur le côté rouge-vert, que du rouge-vert. Voilà, c'est la seule condition dans notre coloration, on le met l'ordre qu'on veut, et ensuite on termine par colorier l'intérieur, là, vraiment, encore une fois, l'ordre qu'on veut, comme on veut, les couleurs qu'on veut. Ça, c'est notre coloration de Sperner, on a terminé. Et qu'est-ce qui nous dit le résultat? Qu'on va toujours trouver un nombre impair de sous-triangles. Donc au moins 1, et même un nombre impair de sous-triangles avec, avec des sous-triangles avec 3 sommets de couleurs différentes. Donc ici, des sous-triangles rouge, vert, bleu. Donc on en voit un par exemple, on en voit un deuxième. Et en fait, on en a 5 ici. C'est un nombre impair. Voilà. Et donc, comment on va introduire ça pour les élèves? Donc mon but, c'est d'introduire cette notion. Je vais commencer en introduisant notre lemme de Sperner en dimension 2. La première partie, ça va être sous forme de jeu. Alors j'ai construit ça un peu en m'inspirant de règles du jeu, vraiment d'un règle de jeu avec un plateau, etc. Donc ce que je donne aux élèves, c'est un plateau de jeu. En fait, c'est tout simple, c'est juste un triangle. Le triangle initial, c'est mon plateau de jeu. Et je donne 15 couleurs, enfin 15 jetons de couleur rouge, vert, bleu.
pour qu'il puisse faire la coloration par la suite. Alors évidemment, je pourrais enlever tout ça, hein, juste prendre un triangle et on colorie les sommets. J'ai rajouté cette petite touche de jeton et de plateau pour vraiment donner un aspect de jeu. J'ai essayé de construire un peu sous la forme de règles du jeu, hein, vraiment comme un jeu de plateau. Et comme on a vu, il y a plusieurs degrés de liberté dans notre coloration, et c'est ce degré de liberté sur lequel on va jouer pour que les élèves justement jouent. Donc, le plateau est entièrement construit par le joueur 1, par exemple. Euh, donc on prend notre plateau de base qui est juste un triangle, donc je leur donne un triangle initial, que j'ai mis ici, hein, je l'appelle triangle initial, et on va venir trianguler en plaçant des points dans notre triangle initial et en reliant à certains sommets spécifiques. Donc par exemple ici, on a un triangle initial, on a mis un point au milieu, on est venu relier aux trois sommets. Bon, là on n'a pas le choix, on met un point au milieu, on relie aux trois sommets. Ensuite on va mettre un point n'importe où, et ce point-là on va le relier aux trois sommets du triangle auquel ce point appartient. Donc ici j'ai mis un point dans le triangle ici, et donc je relie ce point aux trois sommets, voilà, etc. Sachant qu'on a évidemment le droit de placer notre point sur une extrémité du triangle, et on a juste à relier avec le sommet correspondant. Et donc par exemple ici on a un plateau de jeu terminé, et bon évidemment chaque élève aura un plateau de jeu différent, c'est intéressant. Il y a un certain degré de liberté qui rend encore la chose encore plus intéressante. Et ensuite, donc, une fois que ce plateau est construit, on va pouvoir commencer à jouer. Donc, le joueur 1, il a fini ce plateau. Petite dernière étape, on va venir colorier les trois sommets avec des jetons rouge, vert, bleu. Donc les trois sommets, une couleur différente pour chaque sommet de notre triangle initial. Et ensuite, à tour de rôle, ils vont venir colorier les sommets des sous-triangles en plaçant des jetons. Et par exemple, c'est le joueur 2 qui commence. Bon. Il faut juste rajouter la règle que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a qu'une seule règle, c'est vraiment celle-ci. C'est que les sommets qui sont situés sur un des côtés du triangle initial ne peuvent prendre la couleur que d'une des couleurs aux extrémités. Donc si ici j'ai l'extrémité rouge-bleu, je pourrais mettre que du rouge et du bleu. Voilà. Donc je mets un petit exemple pour expliquer, pour un peu appuyer sur la notion. Et j'ai deux fins du jeu possibles. Alors je ne sais pas si je donnerai les deux fins du jeu tout de suite. Je commence par la première fin du jeu, celle qui m'intéresse, celle que j'avais choisie de base. C'est de dire, si on observe un sous-triangle avec trois sommets de couleurs différentes, le joueur 2 a gagné. Sinon c'est le joueur 1. Alors nous, on vient de voir précédemment le résultat, on sait que le joueur 2 gagne toujours. Donc j'ai voulu appuyer sur cette notion un peu pour dire, bon bah le joueur 2 gagne toujours. Si on a plusieurs élèves, beaucoup d'élèves qui font le jeu, on va se rendre compte qu'il y a quelque chose. Donc il y a un résultat qui en dégage. Donc on pourra venir voir qui a gagné dans chaque groupe et toujours indiquer que c'est toujours le joueur 2 qui gagne. Bon, peut-être qu'il y a quelque chose quand même. C'est un peu une manière d'introduire la coloration, la triangulation et le résultat en montrant que c'est toujours le joueur 2 qui gagne. Bon, ça peut être un peu décevant hein, pour les élèves, surtout pour le joueur 1 qui a construit le plateau et qui voulait gagner. Donc j'ai rajouté une fin alternative. C'est celui par exemple qui ferait apparaître le plus de sous-triangles, sachant que forcément vu qu'il y en a un nombre impair, il y en a un qui aura plus de sous-triangles. C'est intéressant, vu que forcément ils sont deux et donc il y en aura forcément qui en fera apparaître plus. Et ça permettra de potentiellement établir de nouvelles stratégies, etc. Vraiment créer un jeu avec un enjeu. Parce que le premier, effectivement, le joueur 2 gagne tout le temps. Donc ça me permet d'introduire la notion. En bonus, j'ai construit ce GeoGebra. Alors, je préfère le garder pour moi parce qu'il fonctionne relativement bien. Des fois, il y a des bugs, etc. Et il y a des petits éléments qui me dérangent encore. Donc, c'est un GeoGebra où je peux placer des points sur mes segments, par exemple, au milieu. Et en cliquant dessus, je peux les colorer. Donc, ici, évidemment, je n'ai pas laissé le choix de colorer en rouge ou en bleu, parce qu'on est sur le segment rouge-bleu. Et ici en vert ou en rouge, parce qu'on est sur le segment vert-rouge, etc., etc. Et au milieu, il n'y a pas de condition, on colorie comme on veut. Voilà, par exemple, je vais mettre du rouge. Donc, j'ai placé mes points, et je vais cliquer sur triangulation. Alors, cette triangulation de Delaunay, hein, c'est directement implanté dans le GeoGebra quand on rentre une liste de points, et il vient trianguler tout seul. Et donc, le but, c'est justement, encore une fois, amener l'impossibilité de dire bah, je veux qu'il n'y ait aucun triangle avec des sommets de couleurs différentes. Évidemment, c'est impossible. Ici, on en voit un, par exemple. Hein.
ici un deuxième, donc forcément il doit y en avoir un autre quelque part, oui, il est ici, on en a 3 ici. Voilà. Donc l'idée, c'est de dire, ils peuvent pas réussir, donc s'ils cliquent sur j'ai réussi, si on voit pas sûrement avec ma caméra, mais ça m'est faux, il y a au moins un triangle qui a ses sommets de 3 couleurs différentes. Donc, ça c'est un petit bonus, pas vraiment, je sais pas si j'en aurai l'utilité. Et on passe à la dernière activité qui aura pour but de démontrer ce résultat. Donc dans la démonstration, j'ai appelé ça preuve sans mots parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de résultat mathématique sous-jacent à connaître. Il y aura un peu de raisonnement. Donc on va travailler vraiment la compétence raisonnée, représenter potentiellement, parce qu'on va venir appliquer des choses, des éléments et des colorations à notre triangle. Donc il y aura la compétence forcément raisonnée derrière, représenter. Et il y a un peu de combinatoire dans le sens où il y aura du dénombrement en fait à travers tout l'exercice. Mais il n'y a pas vraiment de prérequis mathématiques au sens des programmes qu'on entend actuellement. Donc c'est applicable notamment au lycée à seconde, première, mais il faut surtout des élèves qui s'accrochent en fait au sujet et qui sont prêts à rentrer dedans et à assimiler des notions qui ne sont pas forcément faciles. Des mots, des nouvelles notions, des conditions, etc. Donc, j'ai introduit la notion de triangulation précédemment, mais je vais la définir correctement. J'ai introduit la notion de coloration, mais encore une fois, je viens de l'introduire correctement. Et je demande en question 1 de refaire cette coloration sur le triangle en annexe. Ici, j'ai donné le triangle directement, déjà triangulé. Déjà, voilà, on a déjà fait le travail. Je demande de refaire une coloration et d'indiquer les sous-triangles, les petits triangles, dont les 3 sommets sont de couleurs différentes. Et donc nous, on veut démontrer le lemme qui nous intéresse, à savoir qu'il y aura toujours un petit triangle, un sous-triangle, dont les sommets sont de couleurs différentes. Alors la preuve est assez intéressante, c'est vraiment géométrique, c'est un peu différent de ce dont on a l'habitude de faire. Donc on va voir que un raisonnement géométrique va permettre de démontrer, et donc à travers ce qu'on va appeler des parcours. Bon, je vais passer à la suite avant de continuer à montrer le diaporama, mais ça reprend toutes les étapes de la démonstration. Ce qu'on fait, c'est qu'on commence par construire notre maison. Donc ici, on va considérer que notre maison, c'est notre triangle avec la coloration de Superman. Voilà, donc là j'ai ma coloration, j'ai mon triangle. Voilà. Et je vais rajouter ce qu'on appelle nos portes. Alors moi, je choisis par exemple que mes portes, ce soient toutes les arêtes bleu-vert. Voilà, donc ça, ce sont mes portes. Je les indique sur mon schéma, sur ma maison. J'ai plein de portes. Dans ma maison, je les ai toutes indiquées. Et on va venir s'intéresser aux pièces de notre maison en fonction de nos portes. Donc, il y a des pièces qui auront 0 porte, donc on ne pourra pas rentrer dedans. Une porte, on va dire que ça nous permet de rentrer. Les pièces qui ont 0 porte, c'est par exemple vert, 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 rouge, 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 bleu, 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 etc. Sachant que j'ai dit que c'était les bleus, verts, donc rouge, rouge, bleu n'aura pas de porte non plus. Mais cela, on ne s'intéresse pas vraiment parce qu'en fait, on ne pourra pas rentrer dedans, on n'en aura pas besoin. Ensuite, on a les pièces qui ont 2 portes. Donc, ce sont ces deux-là, vraiment. On a dit bleu, vert, donc bleu, vert, vert et vert, bleu, bleu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la démonstration, on va venir parcourir nos portes avec la condition de dire que quand on rentre par une porte, on la ferme derrière nous et elle est bloquée. Et à chaque fois qu'on peut sortir de la pièce, donc passer à travers une nouvelle porte, on le fait. Donc par exemple, ici, si je viens du bas, je rentre, je ferme la porte derrière moi et je ressors. Donc toutes les pièces qui ont 2 portes, ce sont des pièces que je vais traverser, mais jamais rester dedans et jamais être bloqué, etc. Et on a nos pièces avec une seule porte, qui ont forcément donc un bleu-vert, et au-dessus, ça ne peut pas être bleu, parce que sinon on aurait une deuxième porte, ça ne peut pas être vert, parce que sinon on aurait une deuxième porte aussi, et donc c'est forcément rouge. Et qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient un sous-triangle bleu, vert, rouge. Donc en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que les pièces qui nous intéressent le plus, ce sont les pièces avec une seule porte. Et donc, je rappelle qu'on va rentrer, par exemple, dans cette pièce, on va fermer la porte derrière nous et on sera bloqué. Donc en fait, le raisonnement, c'est de se dire que dès qu'on est bloqué dans notre maison, c'est qu'on est arrivé dans un sous-triangle, ou dans un mini-triangle, un petit triangle, avec 3 sommets de couleurs différentes. Alors on peut s'intéresser
aussi aux pièces qui ont 3 portes. Bon, avec un peu de logique, on se rend compte que c'est impossible. Bleu, vert, bon, on ne peut pas avoir de troisième porte. Donc, la démonstration, comment on va travailler? On a montré qu'on a nos portes, et on va s'intéresser où est-ce qu'on retrouve nos portes. Alors, sur le côté, ici, bleu, rouge, vert, on n'aura pas de porte, parce que je vous rappelle qu'avec la coloration qu'on a imposée, on ne peut pas avoir de bleu ici, donc on ne peut pas avoir de segment bleu-vert. Ici, pareil, on ne peut pas avoir de bleu-vert, parce qu'on a dit qu'il n'y avait pas de vert sur le segment bleu-rouge. Donc toutes nos portes viennent par exemple ici du bas et de notre segment bleu-vert. Et donc, ce qu'on va venir voir, c'est, on va venir zoomer sur notre segment bleu-vert, et on se rend compte de quelque chose, on enlève notre maison, on se retrouve dans le cas de notre lemme de Sperner en dimension 1, où on a le début bleu, la fin verte, et on peut s'intéresser donc au résultat qu'on a vu au début, à savoir la parité de nos portes. Qu'est-ce qu'on sait? On aura toujours un nombre impair de portes. Et donc ça va être intéressant pour la suite. On le retient, on a un nombre impair de portes par laquelle on peut rentrer dans notre maison. L'idée c'est qu'on commence à l'extérieur. Donc, on a vu ça, maintenant on va essayer de rentrer. Par exemple, dans notre exemple ici, on va rentrer. Je rentre par le bas. Je prends par exemple cette porte-là, je rentre, j'enchaîne sur chaque fois, comme j'ai dit, chaque fois que je peux rentrer par une porte, je le fais, et je ferme la porte derrière moi, donc je ne peux pas faire demi-tour. Donc j'enchaîne, hop, je me retrouve dehors. Bah pas de problème, je me retrouve dehors, je vais re-rentrer par une autre porte. Je rentre, encore une fois, je ressors. Bon, chaque fois que je rentre et que je sors, ça compte pour un nombre pair de portes. 2 portes, etc. Mais on sait qu'il y a un nombre impair de portes. Donc au bout d'un moment, je vais rentrer, et je ne pourrai plus ressortir. Je peux toujours rentrer et finir ma course à l'intérieur. Et donc on va voir, on rentre, et donc on suit comme ça notre parcours, et à la fin, on se retrouve bloqué dans notre maison parce qu'on ne pourra pas ressortir, et on sait que quand on est bloqué dedans, c'est qu'on est arrivé dans un sous-triangle avec 3 sommets de couleurs différentes, rouge, vert, bleu. Et donc là, on vient de démontrer que notre lemme de Sperner en dimension 2, qu'à chaque fois, on va avoir un endroit où on va pouvoir finir dans notre maison et donc trouver un mini triangle rouge, vert, bleu. Alors, c'est la conclusion, sachant que donc on peut rentrer par là, hein, comme j'ai dit, on rentre, on sort, on rentre, on sort, on rentre et on finit à l'intérieur. Bon, le résultat était un peu plus grand que ça, on en avait vu. On a nos chemins de type 1, ceux qui commencent et qui finissent hors du triangle. Donc eux, ils sont pas réellement intéressants, hein. Ils comptent pour 2 portes en dessous, mais ils ne nous aident pas à trouver de sous-triangle intéressant. Et ensuite, il y a les chemins de type 1. Eux, ils commencent hors du triangle et ils finissent à l'intérieur. Et ceux-là, ils font apparaître un triangle qui nous intéresse. Et ensuite, on voit encore qu'on a encore des portes à l'intérieur de notre triangle. Ceux-là, ce sont ceux qui nous intéressent aussi parce que, vu qu'ils commencent et qu'ils finissent à l'intérieur, le chemin, on peut le prendre dans les deux sens, hein, ils vont faire forcément apparaître 2 sous-triangles, 2 mini-triangles intéressants. Donc si je pars d'ici, je fais apparaître celui-là, et si je pars de l'autre côté, je fais apparaître celui-là. Et donc, chaque fois que j'ai des chemins de type 3, ceux qui commencent et finissent à l'intérieur, il faut apparaître 2 mini-triangles intéressants, plus 1 pour chaque chemin de type 2, et ben on se rend compte qu'on aura toujours un nombre impair de sous-triangles. Bon, ce résultat final n'est pas... On va l'oublier, hein, mais nous, à la base, on voulait juste montrer avec les élèves qu'on en obtient un. Et donc, c'était le but de l'activité. On a ici, donc on va venir définir notre parcours, c'est ce moment où on va rentrer dans notre maison. Et le but, c'est effectivement, donc on va tracer un parcours, comme je l'ai fait dans la présentation là juste avant, utiliser notre résultat en dimension, notre lemme de Sperner en dimension 1, pour montrer qu'on peut toujours re-rentrer, et qu'à la fin, on va forcément rester bloqué dedans, parce qu'on ne peut pas ressortir. Ensuite, on s'intéresse, comme je l'ai fait, à nos pièces à l'intérieur, ceux qui ont 0 porte, 1 porte, 2 portes.
Et avec tous ces éléments, comme je l'ai fait avant, on va pouvoir démontrer le lemme de Sperner en dimension 2, avec des notions de parité aussi. Il y a cette notion de parité qu'il faut un peu maîtriser quand même en prérequis. Et à la fin, bon, un petit bonus, est-ce que ça s'applique sur un carré? Alors là, c'est un peu une question bonus pour ceux qui ont terminé un peu plus tôt. Le but, c'est trouver un contre-exemple, parce que ça ne marche pas, sachant que, je précise, une coloration à 3 couleurs. Bon, le résultat ne marche pas. Et donc, on aurait pour chaque élève une production sur, en annexe. Alors, il y a plusieurs difficultés, hein. Évidemment, on part de l'extérieur d'un triangle, ce qui n'est pas forcément facile à aborder pour les élèves. D'habitude, un triangle, c'est quelque chose d'assez fixe. Et là, on va venir se balader à l'intérieur, à l'extérieur, à l'intérieur, à l'extérieur. Donc, petite difficulté aussi. Et donc, je me suis arrêté là. Il y a plusieurs activités bonus. Là, la vidéo, elle dure déjà un petit bout de temps, donc je vais essayer de m'arrêter, histoire de pas trop tarder. Voilà, donc merci beaucoup. Et je termine.